Bonjour à tous, mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à De l'auteur au libraire. Encore une fois, aujourd'hui, on fait découvrir 2 romans aux éditions Crescendo et cette semaine, on vous amène dans l'univers des faits vécus et des récits, en fait, inspirés des faits vécus. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagnée de vous, messieurs. D'abord, Jacques Langlois, un visage connu déjà de l'émission. Bien sûr, Jacques, vous êtes là pour votre livre La saga des filles du roi. Merci beaucoup d'être avec nous encore. Merci de m'inviter. Philippe, un petit nouveau à l'émission, disons-le comme ça. Philippe Baudouin pour le livre Laurier Palace. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Messieurs, aujourd'hui, on entre dans votre univers quand même inspiré de faits vécus. Je suis toujours fascinée par ce travail-là pour l'auteur, d'entrer dans des univers qui ne lui sont pas propres, mais qui exigent nécessairement du travail en amont, du travail de recherche, aussi du travail de se réapproprier des faits d'une époque. Philippe, vous avez décidé de plonger dans les années 20, les années 30, avec entre autres une certaine histoire d'un cinéma qui avait été victime d'un incendie dans la région de Montréal. Parlez-moi un peu de l'histoire de Laurier Palace. Oui, donc Laurier Palace, c'est d'abord et avant tout un cinéma qui est passé au feu en 1927, en janvier 27, et 77 enfants sont décédés. Donc c'est une tragédie, ça a fait le tour du monde. Et donc l'histoire de mon roman, de Laurier Palace, se passe 2 ans plus tard. On se retrouve donc en 1929, pendant l'été 1929, et là tout d'un coup il se passe des choses bizarres à Montréal. Des lieux culturels sont attaqués, on dirait des attentats terroristes. Okay. Au milieu de ça, il y a un dénommé Thomas, un comédien qui se fait attaquer. Et là, un de ses amis, Gary, il dit, écoute, moi, je vais t'aider, faut savoir ce qui se passe. Et là, je veux t'aider, toi. Et c'est comme ça que l'histoire part. Et les attentats terroristes, je mets ça entre guillemets, se poursuivent. Et puis, peu à peu, on arrive à découvrir, mais qu'est-ce qui se trame derrière ça et c'est quoi le lien avec le cinéma Laurier Palace? J'en dis pas plus parce qu'en même temps, c'est un polar. Donc, mais tout ça est vraiment ancré sur l'histoire. Je me promène avec une carte de 1930 de Montréal. Je lis beaucoup dans les journaux. Il y a toute une série aussi de livres sur l'histoire de l'architecture à Montréal d'un dénommé Daniel Pinard, rien à voir avec le cuisinier. Non, c'est ça, tout à Et donc, fait. et qui aide beaucoup à connaître ce qu'il y avait comme bâti à l'époque à Montréal. J'aime beaucoup regarder les publicités aussi, ce que les gens achetaient. Donc, on se retrouve inévitablement à l'époque dans les pubs de Dupuis et Frères, qui est un magasin à rayons de l'époque. Donc, grosso modo, c'est comme ça, c'est ce qu'est l'histoire et c'est comme ça que je me documente pour mieux savoir comment les gens vivaient à l'époque. C'est très intéressant. J'imagine, Jacques, vous avez fait le même genre de travail. Déjà, on connaît votre premier tome. On sait que la recherche a été très, très, très bien faite pour le premier livre. Même chose pour le deuxième. Comment vous avez abordé ce deuxième tome pour Les Filles du Roi? Ben, j'avoue que je suis un peu jaloux parce que 1930, il y a des sources. Moi, je suis plus dans les années 1670-75 et on est à l'extérieur des grands centres, on est avec des personnages, des gens pas connus, en réalité, des gens ordinaires. Fait que c'est plus un travail d'imagination, en réalité, un travail ça commence avec une trame qui est bourrée de trous. Puis moi, mon travail, c'est d'essayer de remplir les trous et de répondre à des questions, c'est-à-dire comment ils voyagent, comment ils sont habillés, comment ils mangent. On a certaines bribes d'informations. On connaît très, très bien la vie des riches et puissants de l'époque. Mais la vie des gens ordinaires, les objets du quotidien, les habitudes du quotidien, c'est moins clair. Fait que ça demande... C'est un travail qui est très différent en réalité, qui est moins documenté et qui est plus créatif. Quand même. Qu'est-ce qu'on découvre à travers votre deuxième tome? Quelle est Ben, l'histoire? dans le premier tome, les filles partent de Paris, traversent l'océan et arrivent à Québec. Et de fil en aiguille, elles passent un bout de temps à Québec et elles finissent par rencontrer des hommes qui vont devenir leurs maris. Et le premier tome, il n'y a pas de punch là, finit par le mariage des filles.
Fait qu'il y a encore moins de punch au début du deuxième tome. C'est après le mariage, Mhm. ben il y a les choses qui suivent. On commence par la nuit de noces, qui, je pense quand même un bon moment sur la nuit de noces parce que je trouvais que c'était un moment important, c'était un moment intéressant. Mm. On se pose pas souvent ces questions-là, mais qu'est-ce qui se passe dans... Ben, là, je dis la réalité, c'est la fiction, mais c'est la réalité, ou en tout cas ce que j'imagine qui est la réalité de la fiction. Mais il se passe quoi pour vrai entre des gens qui se connaissent pas tant que Qui ça, se connaissent à peine, qui qui sont d'un ont continent à l'autre à la base. puis qui connaissent pas grand-chose en réalité Ouais. des choses de la vie. Fait que comment ça se déroule? Fait que le livre commence avec ça, puis il y a une logique dans le livre de commencer avec les gestes et les rapprochements après un mariage, Mhm. et ça va se terminer à la fin avec les conséquences de ces gestes-là, c'est-à-dire que ça va se terminer avec un accouchement à la fin, puis entre les deux, ben il y a une grossesse. Et là, on traverse ces 9 mois-là, j'imagine, en compagnie des filles du roi, qui étaient nouvellement, qui s'apprêtaient à être maman, qui étaient nouvellement conjointes. J'imagine toute une réalité qu'on découvre à travers ça. Ben, c'est très, très, très particulier parce que il y a une nuit de noces. Après, il y a une terre attribuée, mais c'est pas à Québec. Mm. Il y a un autre voyage pour se rendre à la terre. Il y a une terre nouvelle qui est découverte, qui, en fait, c'est une terre en bois de boue. Mhm. Et on le sait historiquement, dans la première année des mariages des filles du roi, la moitié est enceinte. Fait qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs de ces filles-là qui sont arrivées sur leur terre enceintes. Mais là, il n'y a pas de maison. Et Il tout y a est pas à de construire. Tout est à faire. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de nourriture, il y a rien, il y a des arbres. Fait que moi, ça, c'est ma grande question ou ma grande fascination, c'est comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'un mari, est-ce qu'un homme se sent avec une femme qui est là, enceinte. Mhm. Le temps passe, l'hiver arrive, il faut s'abriter, il faut se nourrir, faut se débrouiller. Faut se débrouiller, il y a pas à dire. Il y a beaucoup de défis qu'on découvre à travers vos différents personnages, que ce soit justement pour les filles du roi ou encore avec l'histoire des années 20-30 de Montréal. Et j'imagine que pour vous, en tant qu'auteur, toute la psychologie derrière ça doit être un bel exercice. On va s'en parler dans quelques instants. Restez là, ça va être au retour de la pause. On est de retour à l'émission de l'auteur au libraire. Aujourd'hui, on vous amène dans l'univers du récit inspiré de faits vécus. Pour ce faire, on est en compagnie de M. Philippe Baudouin pour le livre Laurier Palace, ainsi que de M. Jacques Langlois pour le livre La saga des filles du roi. Messieurs, je sais que la psychologie du personnage est toujours quelque chose de central dans les livres, peu importe le type. Quand on tombe dans le récit et qu'on a quand même des faits vécus inspirés de ça, j'imagine que le travail doit être particulier et qu'on doit se centrer particulièrement sur ça. Je donne l'exemple des situations de crise pour vous, Philippe. J'imagine que la psychologie du personnage, on la réfléchit beaucoup, là. Oui, en effet. Puis, pour ma part, j'ai aussi mis en scène des personnages qui ont existé, entre autres le maire Camillien Hood, qui était réputé pour être fort en gueule. Donc, évidemment, mon Camillien Hood dans mon Laurier Palace, c'est fort en gueule. Puis, en même temps, pour ce qui est des personnages qui sont absolument pas historiques, j'ai essayé d'aller chercher des gens qui étaient un peu à la marge. On est quand même en 1929 au Québec, l'Église est plutôt très, très présente. Mhm. Mais en même temps, il y avait, en lisant, en fouillant, on se rend compte qu'il y avait quand même des personnes qui réussissaient à avoir des vies un peu à la marge. Puis, qui allaient à l'église le dimanche, mais qui, le soir, sortaient peut-être dans les bars de jazz qu'il y avait à Montréal à l'époque. On allait au théâtre, on allait au cinéma. Mhm. Et puis, puis même aussi dans leur vie intime, comme j'ai Adrienne, elle avait son chum avec qui elle avait des relations sexuelles avant mariage, Chose qui n'était pas prônée à qui l'époque, n'était là. absolument pas prônée à l'époque, d'autant que pour les femmes à l'époque, elles avaient, pour ainsi dire,
aucun droit. Mhm. Donc, il y a aussi, je mets en scène aussi Tizoun, qui est Olivier Guimond père, Mhm. et sa femme, qui est Effie McDonald. Effie McDonald, c'était une comédienne. Elle avait une vie quand même assez... On en connaît peu, mais ce qu'on en connaît, on sait que c'est quand même... Elle avait sa vie de comédienne. Elle était sur scène. Et puis, donc, pour moi, tout ça, c'était important de sortir un peu de la marge. OK. Donc, j'y tenais beaucoup. Et j'imagine, dans ce temps-là, est-ce que c'est l'historien qui prend le dessus ou c'est le créateur fantastique, disons-le comme ça? Ben, l'historien, oui, mais le créateur aussi, là. Oui, hein, Bon, on retrouve un juste oui, 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 milieu dans tout ça. un juste milieu. C'est certain que j'ai pas poussé les choses à l'extrême. Je voulais pas être anachronique, Mhm. mais pour moi, c'était quand même important de pas être complètement avec des gens qui suivaient le courant dominant de l'époque. De pouvoir mettre un peu de couleur au Oui, récit. oui, J'aime oui, ça. oui. Jacques, de votre côté, bon, j'imagine le scénario des femmes enceintes jusqu'aux oreilles, arrivées, comme vous l'avez dit, sur leur terre, parfois sans domicile, ou je dis parfois, mais en règle générale, sans domicile. J'imagine que le travail de se mettre à la place, se mettre dans la peau, doit être assez intéressant pour vous en tant qu'homme aussi, qui n'est pas du tout de cette époque-là. Là. Ben, en fait, c'est drôle parce que je suis une démarche un peu à l'inverse de Philippe, c'est-à-dire que lui, il est allé vers les marges. Moi, en fait, c'est le contraire. C'est des gens très, très ordinaires, mais qui sont dans une situation ahurissante. Mhm. Fait que les questions que je me posais, parce que c'est nos ancêtres. Fait que c'est les mêmes personnes qu'on côtoie, en fait, autour de nous, mais à une autre époque. Mhm. Fait que j'essaie d'imaginer les pensées, c'est les mêmes personnes, c'est probablement la même psyché, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de semblables, mais dans des situations qui ont, justement, la situation d'un homme qui arrive sur une terre et là, il ne sait pas encore si la femme est enceinte ou non, mais il sait qu'il doit dormir à quelque part. Mais il n'y a pas de quelque Et part. il n'y a pas de quelque part. Et il y a la pression de l'hiver. Mm. Ils se marient au milieu de l'automne, vers le mois d'octobre. Là, à l'époque, le climat est un petit peu plus frais qu'il est aujourd'hui. Fait qu'on le sait que vers le début du mois de novembre, les premières neiges vont arriver. Fait que ça laisse 3-4 semaines maximum là, pour avoir un abri qui a un peu d'allure. Fait qu'il y a toutes les questions qui se posent, pratiques aussi, puis Ouais. comment qu'on va y arriver. Et j'imagine, pour vous, de faire cet exercice-là, est-ce que vous vous êtes rendu compte, peut-être à travers l'histoire, puis que ce soit dans les années 1900 ou à l'époque des Filles du Roi, est-ce qu'on se rend compte des fois qu'il y a des petits trous ou qu'il y a justement certaines incohérences, ou à l'inverse, vous avez réalisé que dans tout ce continuum-là, tout se suit, tout est quand même logique? Ben moi, de mon côté, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre, c'est-à-dire que on sait rien On sait de rien, hein? l'histoire des Filles du Roi. Puis c'est dommage parce que moi, tu sais, on parle souvent des pères de la nation ou des hommes qui ont créé notre histoire, mais ces femmes-là, ces gens normaux-là, ces gens ordinaires-là, qui sont nos ancêtres et dont on est tous les descendants, Mhm. on, on sait tellement peu de choses. Fait que moi, c'est pour ça que ça m'a obligé à faire de la fiction, dans le Oui, fond, c'était un parce malin que plaisir que vous aviez à les combler, là. on a tellement peu de faits réels qu'il a fallu presque tout créer en essayant de me tenir le plus proche possible de ce qui ça se posait, en essayant de me tenir le plus proche possible de ce qui a dû arriver, Oui, mais peut-être que c'est même pas ça. peut-être. De votre côté, est-ce qu'il y a eu des petites ambiguïtés que vous avez rencontrées dans votre processus? Ben, ambiguïté, mais je dirais la même chose, c'est que tu sais, on connaît la vie des gens extraordinaires. Tu sais, je Oui. parlais de Kabylia Hood là, tantôt, qui était un personnage en plus, mais la vie de tous les jours, on en sait peu. On en sait peu, en fait. Puis on peut. Puis là, c'est là où l'imagination, on peut laisser libre Mhm. cours.
Puis moi, je reviens toujours au fait que on demeure des humains. Et puis même en 1929, avec les passions humaines qu'on a aujourd'hui, ben elles étaient là, les passions Ouais. humaines en 1929 encore. Donc, on avait des enfants avant mariage, on sortait, puis souvent aussi, on dit en 1929, l'Église était là, puis elle contrôlait tout, mais pourtant, les gens allaient danser, ils allaient au cinéma, ils allaient au théâtre, il y avait un red light à Les Montréal. esprits étaient frivoles quand même. Donc, il y avait des fumeries d'opium à Montréal. C'était pas que les Asiatiques qui allaient dans les fumeries d'opium. Donc, il fallait bien que ce soit donc les gens qui... Puis on regarde aussi, en 1929, on se rend compte que souvent, comme les voyages étaient associés beaucoup à la communauté anglophone, on se rend compte, parce qu'il y avait l'espèce de cahier mondain dans les journaux, moi j'adore lire ça. Ah, monsieur, madame Tremblay arrive d'Europe ou arrive d'un voyage dans les Antilles. Ah, tiens, il y avait quand même des gens francophones assez riches pour partir en voyage. Puis on parle de bridge et puis de thé. Et puis, mais c'est fascinant. Puis c'est là où on touche un peu à la vie quotidienne des gens. Ouais. Puis ça, moi, j'adore ça. Puis ça, on trouve ça beaucoup dans les journaux. Et puis, donc, je m'amuse beaucoup, beaucoup à ça. Puis là, encore là, c'est l'imagination Mais oui. qui nous guide, Ça là. vient éveiller tout ça. Oui. Je sais, Philippe, vous avez mis beaucoup la Ville de Montréal, ses lieux culturels de l'avant. De votre côté, nécessairement, on n'a pas le choix, ou vous avez fait le choix, en fait, de vous rapprocher de la vraie histoire. C'est Champlain qui est mis en lumière dans votre livre. Parlez-moi un petit peu de ce lieu-là particulier. Ben, dans mon cas, c'est Champlain parce que chaque création seigneurie correspond à une année de fondation et correspond à une cohorte de filles du roi qui arrive aussi Fait que moi, j'ai fait concorder les dates. Puis là, ben, moi, j'ai pris Champlain parce que j'habite Trois-Rivières. Puis Champlain, ça me faisait un territoire facile à aller explorer parce que Ouais. je suis allé sur place. Je suis allé voir le fleuve, je suis allé voir les rivières, la morphologie, les terrains. J'ai un peu essayé aussi d'imaginer tout ça, mais parce que, tu sais, là, Champlain, il y a un village, mais quand les filles du roi arrivent, Champlain, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ah, ça va être fascinant. Ça, c'est assez intriguant. C'est sûr. Comme, oui. De votre côté, les lieux culturels, pourquoi avoir fait ce choix-là plus particulièrement? Parce que les attentats auraient pu être figurés un peu partout dans le centre-ville de Montréal. Pourquoi avoir pris ce petit tournant-là? Ben là, si je dis ça, je révèle le punch. Ah, c'est sûr qu'on veut pas, surtout. Non, surtout pas pour un polar. Ben oui, les lieux culturels, c'est vrai que ça aurait pu être d'autres lieux, quoique peut-être pas. Non, ça ne pouvait pas être d'autres lieux. Mais en même temps, ce que je trouve fascinant, ben, des lieux culturels, mais quand on lit Laurier Palace, c'est les lieux culturels, mais c'est aussi les lieux religieux. On se rend compte en regardant une carte de Montréal de l'époque, comme par exemple, il y a une station-service au coin de deux Maisonneuve et Atataken. En 1929, mais elle est encore là aujourd'hui, un siècle plus tard. Ah, c'est intéressant. On peut voir aussi où étaient les tavernes, des églises qui sont disparues parce qu'elles sont brûlées, des écoles. Donc, pour moi, j'adore me promener dans la ville de l'époque, puis de révéler la ville. Puis, souvent, on se rend compte, ah, ben oui, ce bâtiment-là était là en 29, ou, oups, non. Il n'y a plus rien, c'est autre chose qui est là à sa place. Alors, vous avez fait un Donc, peu le même exercice de part et d'autre, vous à Montréal, vous du côté de Trois-Rivières. Donc, comme quoi, on n'a pas le choix un peu de s'imbriquer, de s'inculquer du lieu dans lequel on va jaser ou on va créer l'histoire là, de nos Oui. personnages. Oui, tout à fait. D'aller dans les lieux aussi, pour ceux qui existent encore, Ouais. de pouvoir aller dans les lieux. Des fois, fait un peu effronté, là, mais ça aussi, c'est vraiment, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un là. cadeau. Oui. Jacques, est-ce que vous vous auriez vu dans une cabane à l'époque des Filles du Roi? Excusez-moi. Est-ce que je me serais, pardon? Est-ce que vous vous seriez vu à l'époque vivre dans une cabane des Filles du Roi? Ben, en fait, il y a deux types de cabanes aussi qui ont existé. C'est-à-dire que, tantôt, je disais, l'hiver s'en vient. Ils sont à 2-3 semaines c'est pas une maison qu'ils vont construire. Oui, c'est un abri Ça m'a- temporaire. c'est ça, c'est que ça m'a obligé à découvrir les techniques de construction de l'époque qui leur permettaient en 2-3 semaines, d'avoir une première habitation. Puis là, on parlait aussi tantôt de la psychologie des personnages. Il y a une première habitation, ils n'ont pas le temps d'en faire deux. Fait que les deux familles vont s'installer dans la première habitation, ce qui m'apparaissait logique. Et l'hiver s'en vient.
l'hiver avec la noirceur, avec la neige, avec l'enfermement, avec le temps interminable, avec le rien à faire, parce que là, t'as une minuscule cabane, t'as à peu près pas d'outils, C'est t'as pas pas comme s'il faut travailler sur la d'espace. terre ou quoi que ce soit, là. Non, ils sont pas rendus là. Fait qu'il y a, il y a comme un ennui où il y a une lourdeur, il y a un allongement du temps qui est difficile à imaginer aussi. C'est vraiment intéressant. On va poursuivre bien sûr la découverte de vos 2 livres dans quelques instants. Restez là, à De l'auteur au libraire. De retour à De l'auteur au libraire, on est dans vos imaginaires, mais aussi dans des faits vécus qui s'approprient directement notre belle province de Québec à 2 périodes totalement différentes, faut le dire. Messieurs, je suis curieuse de savoir, peut-être d'abord, Jacques, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre avec votre roman? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en lumière? Ben, un peu comme je disais tantôt, contrairement à mon collègue qui est allé plus dans de l'imaginaire ou vers des marges, moi, c'est le réel qui m'intéresse, auquel on n'a comme pas accès. Fait que j'ai essayé de créer des bribes, des morceaux de réel pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Quand on pense à l'accouchement, entre autres, j'imagine qu'on a un gros morceau là, à explorer puis à imaginer, là. C'est sûr que pour avoir personnellement vécu en tant que père les mois d'attente d'un enfant dans des conditions modernes, j'avoue que j'ai été fasciné par ce parallèle-là, cette attente-là. Et évidemment, ben moi, c'est un point de vue d'homme. Je me dis, point de vue de la femme, en plus, elle sait là, qu'elle va accoucher. Ouais. À un moment donné, ça devient évident. À un moment donné, ça devient une question de jour. Elle sait qu'elle va accoucher. Elle sait pas où, elle sait pas comment, elle sait pas dans quelles conditions. Fait qu'encore là, il y a plein de questions qui se posent de c'est quoi leur connaissance? Parce qu'on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de médecin. On imagine qu'on accouche même sur la terre, dans la cabane, avec son nouveau conjoint à côté, puis allons-y, allons-y, là. C'est tout Oh, simplement ça. il n'y a pas d'anesthésie, Mais il y a non. pas de. Ben, il y a eu le temps de fabriquer un lit. La maison est quand même pas mal bien avancée. Fait que là, la chambre à coucher existe. Fait que ça fait ça de prix. Et puis, donc, au moment de l'accouchement, c'est Marie qui accouche en premier parce qu'il y a 2 femmes qui sont personnages. Il y a Marie et il y a Anne. Marie est tombée enceinte très vite, fait que ce qui a surpris un peu tout le monde. Et puis, donc, la première enceinte, c'est la première qui accouche. Fait que c'est elle qui va vivre ce passage-là dans un contexte où il y a son amie Anne qui va être dans les parages. Il y a aussi la femme du Seigneur qui est là, qui, elle, a déjà un enfant. Fait qu'elle sait un petit peu de quoi il s'agit. Mais en dehors de ça, là, on ne sait pas grand-chose. C'est rempli de mystères. C'est rempli d'inconnus. C'est une journée auquel on ne sait pas trop quoi s'attendre. De votre côté, Philippe, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en lumière avec Laurier Palace? Ben, en fait, pour moi, il y a l'importance de montrer, entre autres, le rôle des femmes dans la société à l'époque. Parmi les commentaires que j'ai eus sur mes 2 derniers romans, là, c'était de montrer à quel point mes personnages féminins étaient forts. Puis pour moi, ça, c'est important. Puis entre autres, il y a cette fameuse Adrienne, là, j'y reviendrai tantôt. Puis il y a aussi de décortiquer la vie quotidienne autant que possible de l'époque. Tu sais, qu'est-ce qu'on pouvait manger? Tu sais, c'est le matin, par exemple. Puis là, je me suis surpris à remonter en arrière puis dire... Ben oui, non, on pouvait pas avoir, par exemple, de yogourt sur la table le matin. Les smoothies devaient moins être tendance à l'époque. Exactement, exactement. Donc, pour moi, là, j'aime beaucoup, tu sais, de vraiment remonter en arrière. Puis c'est certain que c'est pas si loin en arrière parce que je pense qu'il y a 40 ans, on mangeait peut-être encore comme on mangeait dans les années 20. Mais pour moi, c'était quand même important d'aller vérifier, de regarder comme dans les pubs d'épicerie, qu'est-ce qu'on vendait, qu'est-ce qu'on avait sur les marchés. Donc, pour moi, il y avait tout ça, cette trame du quotidien là, qui était vraiment importante. Et j'aime beaucoup entendre que de part et d'autre, dans vos 2 ouvrages respectifs, la femme est mise en lumière d'une manière différente. C'est un beau hasard, je trouve, qu'on vous ait réunis les 2 ensemble. Dites-moi, je sais que c'est pas vos premiers livres de part et d'autre. Est-ce qu'on a d'autres travails sur la table ou en préparation, peut-être?
Ben moi, c'est une trilogie qui est conçue à Mhm. l'origine. Je savais qu'au début, il y aurait des filles du roi qui viendraient, qui se marieraient, qui auraient des enfants. Et le troisième tome, ben, ça va être au moment de la deuxième génération. OK. Parce que, tu sais, à la première génération, tout est à faire. Mais à la deuxième génération, ça va être intéressant parce que ça va être, les choses vont être installées, Mhm. les problèmes vont être différents, la vie va être, il va y avoir plus une vie sociale quand même. Fait que ça va être un autre univers. Un autre aspect qui va être différent. Oui. De votre côté, Philippe? Ben, moi aussi, j'ai quelque chose qui est pas mal sur la planche, en fait. Là. Bon, est-ce que ça va être édité ou pas, je ne le sais pas. Et ça se passe 40 ans plus tard, et avec cette fameuse Adrienne dont je parlais tantôt, Ah, qui était dans La dernière nuit de Judith, qui était dans Laurier Palace, mais un peu absente. Et là, elle est très présente dans ce que j'ai écrit, mais ça se passe dans les années 70. Et là, on n'est plus à Montréal, en fait, quasiment plus. On est dans le Pontiac, dans l'Outaouais, où j'ai grandi. messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Alors, encore une fois, je renomme les livres Philippe Baudouin pour le livre Laurier Palace. Philippe, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Et bien sûr, Jacques Langlois pour la saga des filles du roi, le tome 2. Merci beaucoup pour cette belle suite. Merci. Bien sûr, je vous invite à vous procurer les livres. Vous avez simplement à vous rendre à votre librairie près de chez vous ou encore à voir sur le web. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres découvertes des éditions Crescendo à De l'auteur au libraire.